Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 31 janvier à la une de l'actualité. Le président de la République et son homologue russe ont eu un entretien téléphonique lors duquel ils ont abordé les relations unissant les deux pays et la visite d'État qu'effectuera le président de la République en Russie en mai prochain. Le président de la République a reçu Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a présidé l'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle. Économie dans ce journal avec l'agence algérienne de promotion de l'investissement, des nombreux mécanismes créés récemment et la filière textile et cuir dont les assises se sont clôturées aujourd'hui. Nous reviendrons sur les recommandations. À l'étranger, le Parlement européen a voté la levée de l'immunité de 2 députés impliqués dans l'affaire de corruption qui éclabousse le Marzen et ses hautes instances. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Le président de la République, Ahmed Tebboune, et son homologue Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ont eu un entretien téléphonique lors duquel ils ont abordé les relations unissant les deux pays, notamment les perspectives de coopération énergétique. Les deux présidents se sont entretenus sur la réunion prévue de la grande commission mixte algéro-russe. Ils ont également convenu de la visite d'État qu'effectuera le président de la République en Fédération de Russie le mois de mai prochain. Le président de la République a reçu au siège de la présidence Cheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar. La rencontre a eu lieu en présence du directeur de cabinet de la présidence, Abdelaziz Khalaf. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mardi à l'école supérieure du matériel en première région militaire l'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle. Les détails par Yannis Saïd Belkacem. Après la cérémonie d'accueil et en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de force et de la gendarmerie nationale, du commandant de la première région militaire, des chefs des départements du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, des directeurs et des chefs de services centraux, le général d'armée a suivi un exposé présenté par le directeur central du matériel portant sur le bilan des activités exécutées au titre du programme Préparation des forces pour l'année 2022 ainsi que des activités en cours dans le domaine du soutien des unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire. À l'issue, le général d'armée a adressé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des cadres de la direction centrale du matériel exerçant au niveau des unités implantées dans les 6 régions militaires, lors de laquelle il a exprimé sa joie de présider la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle, en exhortant les participants à tirer profit de cette rencontre pour valoriser et améliorer les expériences accumulées. Tout d'abord, il m'est agréable de présider la réunion annuelle des cadres de l'arme matérielle organisée par la direction centrale du matériel, à l'effet d'évaluer l'exécution du plan de charge annuel pour l'année 2022, de dresser un bilan général des activités en cours dans le domaine du soutien des unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire, puis l'analyser afin de trouver les solutions idoines aux problèmes rencontrés et de remédier aux insuffisances enregistrées. المعركة للجيش الوطني الشعبي وتحليلها وجرد المشاكل من أجل إيجاد الحلول الملائمة وإزالة النقائص المسجلة، وهي أيضا
Cette rencontre constitue également une opportunité que je tiens à saisir pour vous exhorter à mettre à profit cette réunion dans l'objectif de valoriser et d'améliorer les expériences accumulées en vue d'atteindre le plus haut niveau d'assimilation des missions assignées, s'inscrivant dans le cadre du soutien technique et du maintien de la disponibilité de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire. على مستوى مجمل مكونات الجيش الوطني الشعبي. Le général d'armée a également mis l'accent sur l'intérêt majeur qu'il accorde au principe de la complémentarité fonctionnelle et opérationnelle entre les différentes composantes de l'armée nationale populaire, en soulignant que l'aptitude, le moral et la capacité combative du militaire dépendent largement de la fiabilité, de la performance des réseaux logistiques. وفي هذا الصدد بالذات فإنني أحرص كثيرا على أن تنبني وتتأسس قواعد الجاهزية. À ce titre, nous tenons à ce que les règles de la disponibilité que nous voulons concrétiser sur le terrain au niveau du corps de bataille de l'armée nationale populaire repose sur le principe de la complémentarité fonctionnelle et opérationnelle entre les différentes composantes de l'armée nationale populaire. وظيفيا وعملياتيا بين مختلف المكونات الموجودة بطريقة يصبح معها هذا القوام بمثابة الجسد الواحد الذي لا يستقيم حاله إلا إذا استقامت كافة أعضائه دون استثناء وعليه. Les réseaux logistiques étant la veine qui procure au corps de bataille de l'armée nationale populaire tout ce dont il a besoin en temps et lieu opportun avec les quantités requises. Nous sommes parfaitement convaincus que l'aptitude, le moral et la capacité combative du militaire dépendent largement de la fiabilité et de la performance de ces réseaux logistiques. فإنني على يقين تام أن قدرة الفرد العسكري ومستواه المعنوي والنفسي والقتالي ترتبط كثيرا بكفاءة هذه الشبكات الإسنادية وبمصداقية أدائها. Le général d'armée a ensuite annoncé l'ouverture officielle des travaux de cette rencontre avant d'inaugurer le parcours psychologique du combattant où il a suivi une démonstration exécutée par les élèves de l'école supérieure du matériel de la première région militaire. Et l'actualité est également sportive avec la qualification de l'Algérie à la finale du CHAN en battant le Niger ce soir par 5-0. Le match s'est terminé il y a quelques minutes au stade Miloud Hetfi à Oran. Il s'est joué à guichet fermé avec un public qui a créé l'événement. Une ambiance de folie comme vous pouvez le voir sur ces images. Et sans tarder, on retrouve en direct du stade Miloud Hetfi d'Oran Nourdine Henni. Nourdine, bonsoir. Vous avez vécu ce beau match. Quelle ambiance, Nourdine?
Oui, bonsoir, vous l'avez dit, hein, une ambiance formidable. C'était vraiment quelque chose de grandiose. Le poulain de Majid Bouguera qui apprenait avant le départ le match, on finit par allier l'art et la manière en battant donc cette équipe du Niger par 5-0. Ils ont donné le bonheur au public oranais, mais également à tout le peuple algérien qui était derrière leur écran de télé pour regarder ce 11 héroïque. On s'en doutait un petit peu après les 4 matchs où ils battaient par 1-0, mais aujourd'hui, ça a été la grande fête ici à Oran. Et pour la première fois dans l'histoire, l'équipe A-Prime va jouer une finale dimanche à Alger et on espère que ce sera la même chose que ce qu'elle a fait aujourd'hui à Oran. Merci Nourdine Hani. Je rappelle que vous êtes en direct du stade Miloud Hedfi à Oran où vient de se terminer il y a quelques minutes le match Algérie-Niger où l'Algérie a remporté une victoire écrasante et suite à la victoire de l'équipe nationale face au Niger en demi-finale du CHAN. Le président de la République a exprimé ses félicitations au poulain de Majid Bouguera pour cette qualification en finale. Parcours honorable et qualification méritée à la finale du CHAN. Alf Mabrouk à notre équipe nationale, son entraîneur, son staff et tous ceux qui les ont soutenus. Vous le méritez, a écrit le président de la République sur son compte Twitter. C'est donc une belle victoire que les Verts ont réalisée ce soir, 5-0. Saïd Fellag a suivi le match qu'il a suivi avec beaucoup de plaisir à la rédaction. Avec l'art et la manière, la sélection nationale a validé son billet qualificatif, nous dit-il, au championnat d'Afrique des Nations, d'écrasant en demi-finale le Niger. Un match au sens unique, dominé par des épaules, de la tête et les épaules, les poulains de Majid Bouguera. Mahiouz, buteur de la compétition, de Saïd Fellag. Avec l'art et la manière, la sélection nationale A-Prime a validé son billet qualificatif pour la finale du championnat d'Afrique des Nations en écrasant en demi-finale le Niger 5-0. Un match à sens unique dominé de la tête et des épaules par les poulains de Majid Bouguera. Dans un stade Miloud Hedfi d'Oran acquis à la cause des Verts, les 40 000 spectateurs présents ont pu profiter du spectacle produit par les coéquipiers de Ayman Mahiouz, intenable durant cette partie et auteur d'un doublé. Et justement, la première mi-temps fut pour le moins que l'on puisse dire parfaite avec 4 buts inscrits et surtout un jeu léché et séduisant. Critiquée depuis l'entame de la compétition pour son inefficacité, l'attaque algérienne a choisi son moment pour se révolter et mener l'équipe vers une finale historique. La seconde période, quant à elle, fut assez calme puisque les Verts ont surtout géré le score mais ne se sont pas privés de rajouter un autre but au résultat final. Les joueurs algériens ont pris le soin surtout de préparer d'ores et déjà la finale prévue ce samedi soir à partir de 20h30 au stade Nelson Mandela de Berari. Avec 5 buts inscrits, l'attaquant de l'USMA, Ayman Mahiouz, prend la tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi avec 5 réalisations. La sélection nationale demeure toujours l'équipe la plus solide défensivement puisqu'elle n'a encaissé le moindre but jusque-là. Véritable artisan de ce parcours sans faute pour le moment, le sélectionneur national Majid Bouguera est en passe d'offrir un autre trophée au football algérien après celui de la Coupe arabe des nations remportée avec brio en 2021. Donc, belle victoire des Verts, 5-0 contre le Niger ce soir au stade Miloud Hedfi. Un autre match de demi-finale se jouera dans un peu moins d'une heure. Ce sera le Sénégal qui affrontera Madagascar au stade de Berari, le stade Nelson Mandela. Nous y reviendrons avec plus de détails lors de nos prochaines éditions et peut-être à la fin de notre journal. Énergie à présent, le plan spécial pour le raccordement et le renforcement du réseau électrique dans les régions du Sud avance un bon rythme. À Ingezdam, par exemple, plusieurs projets ont vu le jour, relançant la croissance et le développement dans la région. Fatiha Bouharam, Malika Bellal.
À Ingzem, les projets de développement lancés dans plusieurs secteurs ont insufflé une nouvelle dynamique économique à cette wilaya dans plusieurs domaines, notamment celui de l'énergie. Une multitude de projets est en cours de réalisation, tels que la station de production d'électricité par turbine à gaz d'une capacité de 42 MW, une autre par l'énergie solaire d'une capacité de 6 MW, s'étalant sur une superficie de 15 hectares. Ces projets sont très importants pour l'avenir du pays et ne sont qu'un échantillon du grand projet de 50 MW que nous avons lancé et qui englobe toutes les wilayas du Sud. Ce projet compte également une extension du réseau électrique afin de couvrir toute l'étendue de la wilaya de Ingzem et dont vont bénéficier les citoyens, les exploitations agricoles et tous les opérateurs économiques activant dans cette wilaya. Des projets stratégiques qui ont permis le renforcement des sources d'alimentation en électricité dans le cadre d'une approche de complémentarité intersectorielle, notamment avec celui de l'agriculture. Avant d'être raccordé au réseau électrique, une petite parcelle seulement de nos terres a été exploitée. Cependant, avec les projets d'électrification lancés dans la région, nous aspirons à exploiter d'autres parcelles et pourquoi pas nous lancer dans d'autres filières. Les mines d'or, une autre richesse dont dispose Ingzem, de nombreux jeunes artisans ont bénéficié de permis d'exploitation octroyés par la tutelle pour l'exploitation artisanale de l'or. Aujourd'hui, et grâce à cette confiance, les petites entreprises qui sont actives dans ce domaine ont pu réaliser une production qui a atteint les 250 kg d'or avec leurs propres moyens. Ingzem, nouvellement promu wilaya, est appelé aujourd'hui à devenir un axe névralgique pour atteindre l'Afrique, d'où la grande nécessité de donner un souffle nouveau au développement local dans cette région de l'extrême sud du pays, dont les potentialités sont indéniables. Et à la lumière d'un nouveau code d'investissement encouragé par une série de mesures. Parmi ces mécanismes, la mise en place de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, elle est chargée d'entreprendre toute action dans ce sens avec les organismes publics et privés en Algérie et à l'étranger. Amel Barba. 2023 se veut l'année de l'investissement par excellence. Si la nouvelle loi sur l'investissement est venue simplifier les démarches de mise en œuvre des projets, elle a surtout permis de mettre sur les rails une série de mesures incitatives en vue d'instaurer un climat d'affaires attractif. Parmi les dispositifs phares, la mise en place de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement qui remplace l'Agence nationale de développement de l'investissement, l'ANDI. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions a d'ores et déjà porté ses fruits. Preuve à l'appui, les chiffres enregistrés témoignent d'une dynamique qui commence à s'installer. Du 1er novembre jusqu'à 19 janvier dernier, c'est-à-dire 2 mois et quelques jours, nous avons enregistré un chiffre exact de 850 projets d'investissement avec un montant global déclaré par les investisseurs qui avoisine le 250 milliards de dinars, avec un engagement de créer plus de 22 000 emplois. Désormais, les avantages accordés par l'État ne seront octroyés qu'après l'entrée en exploitation du projet. Ce dernier fera l'objet d'un suivi rigoureux de la part de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Une sortie sur le terrain d'une commission chargée, composée de plusieurs membres du guichet unique qui vont constater l'existence réelle de l'investissement. On va leur demander de nous donner un engagement pour clôturer ces projets. Ça, c'est pour les inciter, pour les motiver, et on assure un accompagnement. L'État, quand l'accord des avantages de l'accompagnement, il y a un retour sur investissement qui est demandé. Parmi les nouveautés, la création du guichet unique destiné aux grands projets. Le guichet unique, donc, il est créé par la loi sur l'investissement dans le but d'une facilitation de procédure, d'une simplification de procédure,
donc de limitation des nombres d'intervenants dans l'acte d'investir. On s'y substitue à l'opérateur pour faire à sa place toutes les procédures liées à l'investissement. Autant de mesures saluées par les opérateurs économiques qui se réjouissent des facilitations accordées et de la levée des entraves bureaucratiques. De quoi libérer l'esprit d'initiative et privilégier l'acte d'investir, créateur de richesses et d'emplois. Clôture des assises nationales sur le textile et le cuir. Une série de recommandations visant à développer et à protéger le produit national ont été formulées. Il s'agit notamment de l'organisation du secteur, soutenir la matière première locale et pour ce faire, l'élaboration d'une base de données fiable et nécessaire. Reportage de Fela Benour. L'organisation de la filière, le renforcement de la chaîne de valeur, la formation, la promotion du produit national, autant d'axes qui ont figuré dans les recommandations au terme des assises nationales de l'industrie manufacturière, du textile et du cuir. Donc on va procéder dans les journées prochaines de regrouper un peu ces recommandations et de sortir avec des recommandations bien définies. Et nous insistons à ce que ces recommandations-là soient accompagnées d'une feuille de route. Pourquoi ? Parce que notre objectif, c'est d'aller directement sur le terrain et d'accompagner ces industriels et d'organiser cette filière-là, textile et cuir. Le ministère de l'Industrie prendra une résolution très importante, à savoir la cartographie du potentiel industriel des industries et surtout du cuir et surtout se prémunir contre le marché informel. L'informel qui représente selon le ministère de l'Industrie 80% du marché national. Par ailleurs, pour les professionnels, la disponibilité et la cherté de la matière première freinent le Made in Algeria. De la matière première et des accessoires et intrants à travers le monde ont augmenté de prix, le transport a augmenté, donc le coût de l'importation de matières premières et des accessoires est vraiment très excessif. Comment d'un prix à 300% dans l'intervalle d'un mois. La matière première importante pour nous, c'est le coton. Et le coton, vous savez bien qu'il fait partie, c'est un produit qui fait partie de la bourse. Et parfois, les prix sont très, très élevés. L'État a déjà engagé quelques actions pour produire ces matières premières, notamment le coton. Donc il y a des études qui sont très, très bien avancées. Il y a le secteur de l'énergie qui travaille sur la production de la fibre synthétique pour justement soutenir un peu les matières premières, les différentes matières premières. Et il y aura des opérations qui sont organisées avec le ministère de l'Agriculture pour la collecte et le traitement de la laine. Ce qui est sûr, c'est que la volonté politique est bien là pour relancer ce secteur. Les décisions politiques, par exemple, qui ont été prises dans le cadre du Code des investissements, vont favoriser ce qu'on appelle le lancement des micro-zones d'activité que nous, clusters, nous appelons les pôles de compétitivité qui réunissent des filières dans des territoires. Et ça, c'est très important. À travers notre présence au niveau des foires, on est en train de viser l'exportation vers les pays africains. Déjà, on est présent. Déjà, il y a eu une convention qui a été signée avec le Tchad. Et Inch'Allah, peut-être d'ici la fin février, il va y avoir la première exportation vers le Tchad. Maintenant, je vois l'avenir en clair maintenant. Et on espère que ça va continuer. Et pour plus d'efficacité, une réunion est prévue au ministère de l'Industrie afin de créer une banque de données de tous les investisseurs et les produits Made in Algeria. Et la production de cuir, une expérience dans laquelle le Tamanrasset s'est lancé récemment avec l'élevage de certaines races, notamment le Derbouzi, destiné à la consommation directe. Elle assure un cuir de bonne qualité, nous dit Hanan Bourayou, Malika Bellel. Originaire d'Afrique de l'Est, la Watusi, race de bovidés appelée par les habitants de Tamanrasset vache Tarbouzi, fait le bonheur des éleveurs de la région. Des vaches domestiquées et mises sous régime alimentaire spécial adapté à la région. Aujourd'hui, ce sont les opérateurs économiques et les commerçants du truck qui nous livrent ces vaches ici dans notre unité. Nous procédons à leur engraissement. Ce projet couvre les besoins de la wilaya de Tamanrasset et des wilayas avoisinantes en viande rouge sous l'appellation les viandes du Sud.
L'unité produit également du cuir brut de bonne qualité, permettant le lancement prochain d'une industrie du cuir et de sa transformation dans la région. La qualité de ce cuir que vous voyez là est exceptionnelle. En plus, nous avons une quantité largement suffisante nous permettant à l'avenir de créer une véritable industrie de cuir dans la wilaya. L'idée de créer des unités de transformation du cuir à Tamanrasset est aujourd'hui une nécessité vu la demande croissante sur ce produit. En effet, l'entreprise nationale du textile et de transformation du cuir, GTEX, vient de créer un point de vente dans la wilaya. Les produits de GTEX sont de très bonne qualité et les prix sont abordables. L'idée de créer une unité de récupération des peaux de bovins est une bonne initiative et pourquoi pas se lancer dans la production. Notre objectif aujourd'hui est de faire connaître notre produit ici en Algérie et ensuite le commercialiser dans les pays voisins. Notre produit est caractérisé par sa qualité et son prix qui défie toute concurrence. Le projet de réalisation d'une tannerie à Tamanrasset est une nécessité vitale afin de pouvoir couvrir les besoins des travailleurs du cuir qui auront désormais la possibilité d'acquérir une matière première 100% locale avec des prix défiant toute concurrence. Comment introduire l'économie circulaire? Des exemples discutés lors d'un séminaire national pour le secteur agricole et agroalimentaire. Le but, améliorer l'attractivité du produit algérien, comme vous allez le voir dans ce compte rendu de Naïm Alouali. Organisé à la Chambre d'agriculture de la SAFEX, un workshop a regroupé des professionnels qui ont longuement débattu autour de l'économie circulaire agricole. Si on continue comme ça, on risque d'avoir ce qu'on appelle un épuisement de la ressource naturelle, parce que chaque fois on utilise, et on risque d'avoir aussi une accumulation de déchets. Alors l'idée c'est quoi? C'est de revoir un petit peu ce modèle de l'économie et le revoir à travers ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est ces rejets qui sont faits, de ne pas les rejeter et de les réutiliser. Les réutiliser une deuxième fois. Prenons un exemple dans l'agriculture. Vous savez que ce qu'on consomme, les épluchures, peuvent être réutilisés dans d'autres choses, comme compost, les différents sachets qui sont complètement utilisés. Dans tous les cas de figure, les démarches d'économie circulaire demandent surtout la coopération entre tous les secteurs de la chaîne de production. Donc il est important d'organiser ce genre d'événements, notamment de toucher le côté agriculture et agro-industrie. Donc pourquoi? Parce qu'à partir de cet événement, on veut intégrer la notion de l'économie circulaire dans ces deux secteurs-là, parce que ce sont des secteurs qui vont représenter dans le futur des nouvelles ressources, c'est-à-dire de point de vue matières premières et en même temps ressources naturelles en termes d'eau, d'amendements organiques, de fertilisants, en même temps de recyclage de tout ce qui est genre de déchets et de valorisation par la suite. Changement qu'on doit opérer pour rendre cette économie et cette part de notre économie circulaire, c'est-à-dire avec un retour à la valorisation. Les itinéraires techniques doivent être changés, modifiés surtout. Par exemple, les comportements commencent, par exemple, le recyclage des plastiques qui proviennent de la ferme doivent être recyclés et intégrés dans le mode de recyclage, par exemple, de cette matière. L'un des objectifs de ce rendez-vous économique, c'est l'optimisation de la gestion des déchets agricoles en vue de promouvoir une agriculture responsable basée essentiellement sur le recyclage. Et un comité scientifique multidisciplinaire pour le développement de l'économie circulaire dans le secteur agricole a été créé à l'occasion par la Chambre nationale d'agriculture et le Centre algérien d'économie circulaire. Ouverture ce matin de la première édition du Salon national des agrumes à Blida, wilaya leader dans cette filiale. Plus de 60 exposants représentant 10 wilayas réputés pour leur importante production au niveau national y prennent part. L'opportunité pour découvrir les différents types d'agrumes. L'échange également d'expériences entre professionnels du secteur à l'occasion de conférences techniques et scientifiques par des universitaires et cadres des directions du commerce et de l'agriculture.
Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudji, l'a reçu aujourd'hui le président du Conseil national palestinien, Ahmed Rawhi Fattouh. Les entretiens ont permis de discuter des efforts consentis pour la concrétisation effective de l'initiative lancée par le président de la République en faveur de l'unification des rangs palestiniens. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu également ce mardi le président de l'Assemblée populaire nationale de la République du Sénégal, Amadou Mamé Diop. L'audience a été l'occasion de passer en revue nombre de questions qui intéressent les deux pays, à l'instar de la lutte contre le fléau du terrorisme dans la région, ainsi que des questions internationales, à leur tête la cause palestinienne. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a également reçu ce mardi le président du Parlement panafricain, Fortune Charoumbira, avec lequel il a passé en revue l'état de la coopération entre les deux instances parlementaires et les moyens de la développer. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu le président du Parlement panafricain, Fortune Charoumbira. Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale à travers une coordination efficiente entre la Commission africaine de l'énergie et les services du ministère de l'Énergie et des Mines. Dans l'actualité, l'Algérie condamne avec fermeté les deux attaques terroristes qui ont ciblé une unité de combat dans le nord du Burkina Faso et des civils dans le sud du pays, faisant des dizaines de morts et de blessés parmi les soldats, les volontaires et les civils. En sa qualité de coordinateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, l'Algérie souligne la nécessité d'inscrire la lutte contre ce fléau en tête des priorités internationales, renforçant la dimension préventive et s'attaquant aux facteurs qui alimentent le terrorisme et l'extrémisme violent. Condamnation également tout aussi vive de l'attentat qui a visé lundi une mosquée au Pakistan. Un attentat suicide avait ciblé une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, faisant plus de 90 morts et plus de 200 blessés. Bilan toujours provisoire. Et à l'étranger, le Parlement européen a voté la levée de l'immunité de deux députés impliqués dans l'affaire de corruption. Celle-ci éclabousse l'institution et le Marzen. Les ramifications atteignent les plus hautes instances marocaines. Yasmine Massoudi. La Commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté à l'unanimité pour la levée de l'immunité des deux eurodéputés socialistes impliqués dans l'affaire de corruption éclaboussant l'institution continentale et le Maroc. Les concernés sont le Belge Marc Tarabella et l'Italien Andrea Cozzolino, dont la justice belge a demandé début janvier la levée des immunités parlementaires. Selon une porte-parole du Parlement, ce premier feu vert devra être confirmé jeudi par un vote en session plénière. Inculpés d'appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption, 4 personnes ont été écrouées. L'ex-eurodéputé socialiste italien Pier Antonio Panzeri, l'élu socialiste grec Eva Kaili, l'assistant parlementaire italien Francesco Giorgi, ainsi que l'italien Niccolò Fiaga Talamanca, responsable d'ONG. Au total, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, saisis au domicile de Panzeri et Kaili. Francesco Giorgi aurait expliqué au juge que l'eurodéputé Andrea Cozzolino a eu des contacts avec l'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun. Acculé, Andrea Cozzolino vient de démissionner de la commission parlementaire spéciale sur le programme Pegasus et de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Dans la foulée, l'eurodéputé italien a demandé à la Commission du développement régional du Parlement européen de retirer une série de ses amendements, dont 2 concernaient le Maroc. Pour rappel, une enquête judiciaire déclenchée par le parquet fédéral belge en décembre dernier a fait éclater le Maroc Gate, un scandale de corruption qui a touché l'institution, révélant les machinations utilisées par le Maroc pour influencer les décisions du Parlement européen. Et la commission parlementaire en charge du scandale Pegasus se réunira le 9 février. Une autre affaire impliquant le Maroc. Il s'agit cette fois d'espionnage. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.